Une femme médiévale devait être vierge, ou du moins en avoir l'air. Au Moyen-Âge, conserver la virginité jusqu'au mariage était une affaire d'une importance capitale, car elle était étroitement liée à la religion, à l'économie, à la famille, au droit et au contrôle social. Pour la majorité de la société, la virginité n'était pas une idée morale abstraite, mais un aspect qui affectait le prestige familial et la capacité à négocier des dots et à établir de futures alliances. La société médiévale européenne se fondait sur les doctrines chrétiennes. Pour le christianisme, la virginité était un état de pureté physique et spirituelle qui rapprochait davantage la personne de Dieu. À cette époque, l'Église exigeait la chasteté de tous les fidèles célibataires, qu'ils soient hommes ou femmes. Le sexe hors mariage était considéré comme un péché grave pour les deux. Au 1er siècle, l'apôtre Paul avait écrit à l'Église de Thessalonique « Car telle est la volonté de Dieu, votre sanctification, que vous vous absteniez de la fornication. » Première épître aux Thessaloniciens 4.3. Certains prédicateurs médiévaux appelaient les hommes à arriver vierges au mariage, en prenant pour modèle des figures bibliques comme Joseph, l'époux de Marie, symbole de pureté. Cependant, la perte de la virginité masculine n'affectait ni l'honneur familial ni la légitimité des héritiers, si bien que la pression sociale exercée sur les hommes était bien moindre. Un jeune noble ayant eu des relations avant le mariage pouvait même être perçu comme expérimenté et viril. Mais pour les femmes, la norme était bien plus rigoureuse. Au Moyen-Âge, l'Église exerçait une influence profonde sur les droits des femmes et sur la vision que la société avait d'elles. Le christianisme avait diabolisé les femmes à travers l'histoire d'Ève, qui aurait provoqué la chute de l'humanité en désobéissant à Dieu dans le Jardin d'Éden. Mais en même temps, elles furent élevées grâce à la figure de la Vierge Marie, dont le Fils, Jésus-Christ, aurait racheté cette chute. Cela provoqua deux visions de la femme. D'un côté, elles étaient vues comme des figures tentatrices et maléfiques, capables de faire tomber les hommes dans le péché, les éloignant des voies de Dieu, et en même temps, l'idéal marial fit de la chasteté féminine une vertu suprême. Les chrétiens médiévaux avaient hérité des pères de l'Église une vision ambivalente de la sexualité. D'un côté, elle était nécessaire à la procréation, mais aussi potentiellement dangereuse pour l'âme si elle s'exerçait hors mariage ou par pur plaisir. L'Église ne condamnait pas le mariage. Au contraire, elle le considérait comme un sacrement. Mais elle soutenait que la virginité était un état plus parfait que le mariage, car elle symbolisait la pureté et l'union exclusive avec le Christ. Le sexe prémarital était considéré comme de la fornication et par conséquent un péché grave. Ce cadre moral faisait de la virginité une vertu non seulement pour les religieuses, mais aussi pour toutes les femmes célibataires. Dans le cas des jeunes filles, la conserver était une preuve d'obéissance à Dieu et de maîtrise de ses passions. Mais celui qui demeure ferme dans son cœur, sans nécessité, et qui est maître de sa propre volonté, et a résolu dans son cœur de garder sa fille vierge, fait bien. Ainsi, celui qui la donne en mariage fait bien, et celui qui ne la donne pas en mariage fait mieux. Première épître aux Corinthiens 7, 37 à 38. Plusieurs des théologiens médiévaux les plus importants, comme saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, affirmaient que la virginité volontaire permettait à la personne de se consacrer pleinement à la vie spirituelle sans subir les distractions de la sexualité et de la vie conjugale. De nombreux sermons prêchés durant le Moyen-Âge et conservés aujourd'hui, ainsi que les vies des saints et les manuels moraux de l'époque, regorgeaient d'exemples de femmes ayant préservé leur virginité comme signe de sainteté et d'adoration envers Dieu. Des exemples notables seraient Sainte Cécile et Sainte Catherine d'Alexandrie. Sainte Cécile fut l'une des martyres chrétiennes les plus vénérées par l'Église au Moyen-Âge. Selon l'histoire, transmise par la Passio Sanctae Caecilia et reprise dans le martyrologe romain, Cécile naquit dans une famille noble de Rome et fut éduquée dans la foi chrétienne dès son enfance. Sa profonde foi la conduisit à faire vœu de virginité à Dieu. Malgré cela, ses parents arrangèrent son mariage avec un jeune païen nommé Valérien. La nuit de noces, Cécile confia à son époux qu'il ne pouvait avoir de relation car un ange veillait sur sa pureté et que, s'il tentait de consommer le mariage, l'ange pourrait le punir. En entendant sa jeune épouse, Valérien fut surpris
mais accepta de respecter son vœu à condition qu'elle lui montre l'ange. Elle lui indiqua qu'il devait d'abord se convertir au christianisme et recevoir le baptême, ce que Valérien fit, étant baptisé par le pape Urbain Ier en personne. Par la suite, lui et son frère Tiburce devinrent également des défenseurs du christianisme. Peu après, les deux frères furent arrêtés et exécutés lors d'une persécution contre les chrétiens. Cécile continua de prêcher et de convertir de nombreuses personnes, ce qui provoqua son arrestation et sa condamnation à mourir asphyxiée dans le bain de sa maison. Mais elle survécut miraculeusement. Ensuite, un bourreau tenta de la décapiter, mais après 3 coups, il la laissa agonisante. L'histoire raconte que Cécile vécut encore 3 jours, distribuant ses biens aux pauvres et réaffirmant sa foi, devenant un exemple parfait de virginité consacrée et de bravoure chrétienne. Au Moyen Âge, son culte s'était largement répandu, et de nombreuses personnes, surtout de jeunes filles, faisaient de pèlerinage jusqu'à son église principale à Trastevere. Mais Cécile ne fut pas la seule sainte à influencer les jeunes médiévales à rester pures. Sainte Catherine d'Alexandrie est aussi l'une des martyrs les plus célèbres du christianisme médiéval, considérée comme la patronne des philosophes et des étudiants. Selon la Legenda Aurea, écrite par Jacques de Voragine, Catherine était une jeune noble, fille du gouverneur d'Alexandrie. On disait qu'elle possédait une grande beauté et une intelligence exceptionnelle, maîtrisant la philosophie, la rhétorique et les sciences. À 18 ans, Catherine aurait eu une vision du Christ et de Marie, ce qui la conduisit à embrasser la foi chrétienne. Selon la légende, sa conversion incita l'empereur à convoquer les savants les plus éminents pour débattre avec elle, dans le but de la dissuader. Cependant, Catherine défendit sa foi par des arguments, parvenant même à convertir plusieurs philosophes au christianisme. L'empereur, impressionné par la beauté et l'éloquence de la jeune femme, lui proposa le mariage. Mais elle refusa, déclarant qu'elle était déjà mystiquement et spirituellement fiancée à Jésus-Christ. Cela éveilla la colère de Maxence, qui ordonna qu'on la torture et qu'on déchiquette son corps sur une roue. Cependant, selon la tradition, la roue se brisa miraculeusement à son contact, si bien qu'elle fut finalement décapitée. Plusieurs siècles plus tard, au Moyen Âge, Sainte Catherine devint un modèle de femme possédant pureté, dévotion et savoir, vénérée par les étudiants, les universités et les ordres religieux dédiés à l'enseignement. Son histoire était racontée comme un exemple de force de foi et de défense de la virginité, comme engagement total envers le Christ. Ces récits n'inspiraient pas seulement les jeunes religieuses, mais servaient aussi d'avertissement aux laïcs sur l'importance de rester pure jusqu'au mariage, ou même plus longtemps. La virginité consacrée à Dieu jouissait d'un immense prestige spirituel et, pour les élites, pouvait être une issue honorable et stratégiquement utile pour les filles qui n'étaient pas destinées au mariage. La famille, avant tout. Et en effet, pour les classes supérieures, le mariage était un contrat patrimonial, car par le mariage, on scellait des alliances et des échanges de terres et de titres. La certitude de la virginité protégeait la légitimité de la descendance et, avec elle, les héritages et les successions dans un monde sans test ADN. Dans un contexte où la paternité légitime était essentielle pour la transmission des terres, des titres et des héritages, la chasteté des femmes avant le mariage garantissait que les enfants seraient légitimes et donc des héritiers incontestables. En renforçant l'idée que la virginité féminine était indispensable, l'Église consolidait aussi la structure patriarcale et le contrôle familial sur les femmes. Cela s'accordait parfaitement avec l'ordre féodal, qui dépendait de lignées claires et d'alliances matrimoniales fiables. Le mariage, surtout dans les classes supérieures et la bourgeoisie, n'était pas principalement un acte d'amour romantique, mais une transaction sociale et économique. Les familles cherchaient des alliances qui renforcent leur position politique, augmentent leur richesse ou consolident leur prestige. Et dans ce marché matrimonial, la virginité de la mariée était un élément de très grande valeur. Avoir une fille vierge représentait la garantie que son mariage commencerait sans charge préalable, comme des enfants issus d'une autre relation, des liens affectifs avec d'autres hommes ou des risques de dispute pour la paternité. Pour cette raison, la virginité influait sur le montant de la dot.
une mariée dont la réputation de pureté était incontestable pouvait se négocier plus cher et attirer des prétendants de plus haut rang. Au contraire, une jeune fille suspectée d'immoralité pouvait voir sa dot réduite ou perdre des intéressés. Pour une jeune femme, être diffamée comme non-vierge nuisait gravement à ses perspectives et, dans certains endroits, pouvait même lui valoir des procès. Pour la noblesse, les mariages servaient à sceller des alliances politiques. Dans ce contexte, la virginité féminine était un signe que la famille de l'époux recevrait une lignée pure et une épouse dont le prestige renforcerait l'union. La perte de virginité avant le mariage réduisait drastiquement les options, obligeant la famille de la jeune fille à chercher des maris de rang inférieur ou à offrir des dots beaucoup plus élevées pour compenser la tâche sur la réputation. Les alliances matrimoniales étaient fondamentales pour les nobles, car elles permettaient de renforcer les pactes entre familles, de consolider des territoires ou de sceller des engagements politiques. La virginité de la mariée fonctionnait comme un sceau de qualité de l'alliance. Elle démontrait que la famille livrait quelque chose de précieux, pur et sans liens antérieurs. Mais si l'on découvrait que la jeune femme avait eu des relations auparavant, l'alliance pouvait être rompue, générant des conflits politiques ou même des guerres familiales. Dans le cas des mariages royaux ou entre grands nobles, la virginité de la mariée avait des implications internationales. Assurer la légitimité des futurs héritiers signifiait la stabilité dans la succession au trône ou dans le contrôle d'un territoire. Ainsi, la virginité n'était pas seulement une affaire privée, mais un élément clé de la politique de l'époque. Dans de nombreux cas, la négociation matrimoniale incluait des clauses sur la pureté de la mariée, et si l'on découvrait qu'elle n'était pas vierge, la famille de l'époux pouvait réclamer des compensations ou annuler le contrat. La virginité féminine avant le mariage avait également une dimension juridique très concrète. L'absence de celle-ci ne plaçait pas seulement la femme dans une position socialement ruineuse, mais pouvait obliger sa famille à restituer la dot ou à payer des indemnités à l'époux et à ses proches. Dans plusieurs royaumes européens, le droit canon et le droit civil prévoyaient des mécanismes pour protéger le droit du mari à épouser une vierge si cela avait été convenu. Un exemple est Las Siete Partidas d'Alphonse X, où l'on retrouvait des dispositions sur la tromperie matrimoniale et l'honneur. Dans certains cas, la découverte pouvait mener à des procès publics exposant la famille au ridicule et à la perte de statut. Le scandale social était extrêmement dangereux. Dans des communautés et cercles sociaux où les rumeurs circulaient rapidement, une accusation d'impureté pouvait isoler la famille et fermer la porte à de futurs mariages avantageux, affectant même les perspectives des autres filles. Parfois, il n'importait même pas que l'accusation soit fausse. Le dommage à la réputation pouvait être irréversible. L'honneur n'était pas une valeur individuelle, mais un bien collectif appartenant à toute la famille. La conduite de chaque membre, en particulier des filles célibataires, affectait directement la réputation de tous les parents. L'honneur familial était la base des relations sociales, de la confiance entre différentes familles et de la capacité à établir des alliances avantageuses. Au Moyen Âge, la virginité féminine devint un symbole visible de cet honneur. Qu'une fille arrive vierge au mariage était la preuve que sa famille avait exercé contrôle, discipline et bonne éducation. Le déshonneur d'une fille ne salissait pas seulement son image personnelle, mais entachait le nom de sa maison. Cela pouvait fermer l'accès à de futures alliances, pour elle comme pour ses proches. Dans les petites communautés comme les villages, où tout le monde se connaissait, l'honneur fonctionnait comme une monnaie sociale, indispensable pour maintenir le statut et le respect. Sa perte pouvait être irréversible, même si la jeune femme se mariait par la suite. C'est pourquoi les familles s'efforçaient de surveiller, d'éduquer et de restreindre la liberté de leurs filles. Mais l'honneur ne se limitait pas à ce qui se produisait réellement. Il concernait aussi ce qui était perçu. Comme une simple rumeur pouvait détruire la réputation, les familles étaient extrêmement prudentes. Les jeunes filles devaient être modestes dans tous les aspects de leur comportement. On questionnait leur façon de parler, de s'habiller et leur manière de se comporter avec les hommes. Ainsi, la virginité devint un symbole public du bon nom familial, et sa préservation était vue comme une responsabilité partagée par tous les membres du foyer. Protéger la chasteté de la fille n'était pas seulement une question de moralité,
mais une façon de blinder la famille contre les procès, les pertes économiques et les humiliations publiques. Pour ces raisons, de nombreuses familles surveillaient jalousement leurs filles, évitant toute situation pouvant mettre en doute leur honneur. Méthode médiévale pour préserver la virginité à tout prix. Les jeunes au Moyen Âge, comme à toute autre époque, ne tardèrent pas à ressentir l'effet des hormones sur leur corps et à éprouver un profond et intense appétit sexuel. C'est pourquoi les parents médiévaux devaient adopter une série de mesures s'ils voulaient s'éviter des maux de tête à l'avenir. Les familles de la haute société, conscientes qu'elles ne pouvaient courir le risque que leurs filles perdent leur virginité, leur imposaient une surveillance constante. Les jeunes demoiselles sortaient rarement seules de la maison et, en général, étaient accompagnées de femmes plus âgées chargées de les surveiller, comme leur mère ou leur tante. Même les frères pouvaient collaborer à cette tâche familiale. Cette surveillance avait aussi une fonction symbolique, car elle montrait publiquement que la jeune fille était protégée et que tout prétendant devait d'abord traiter avec la famille, jamais avec elle directement. Dans les familles paysannes, où les jeunes filles devaient aider aux travaux des champs ou du marché, la surveillance était moins formelle, mais jamais inexistante. La communauté entière pouvait agir comme une sorte de vigile collectif, et les voisins n'hésitèrent pas à avertir s'ils voyaient une jeune fille en compagnie suspecte. La surveillance s'exerçait aussi à l'intérieur de la maison. Dans les foyers modestes, la vie familiale se déroulait dans des espaces communs, ce qui réduisait les occasions de rencontres secrètes. Ce contrôle était tellement normalisé que peu de jeunes filles avaient de véritables moments d'intimité. Dans toutes les couches sociales, la virginité était une référence de valeur dans la négociation matrimoniale. Et bien que dans les classes paysannes le marché matrimonial fût moins formel, la virginité restait importante. Dans bien des cas, non seulement pour des raisons de moralité religieuse, mais parce que sa perte avant le mariage pouvait signifier la ruine économique ou sociale de toute la famille. Perdre la pureté ne rendait pas seulement plus difficile la recherche d'un bon mari, mais pouvait aussi impliquer que le père doive assumer des responsabilités économiques si le prétendant refusait d'épouser la jeune femme. Pour éviter cela, dès leur plus jeune âge, les filles étaient éduquées dans l'idée que la virginité était un trésor inestimable, non seulement sur le plan personnel, mais comme symbole de l'honneur familial. L'Église jouait un rôle central dans cette formation à travers des sermons, le catéchisme et des manuels de conduite féminine, comme le Speculum Virginum au XIIe siècle, qui renforçait l'idée que la chasteté était une vertu suprême pour les femmes. Cette éducation morale se transmettait à la fois oralement, avec des récits et des exemples de saintes martyrs ayant défendu leur virginité jusqu'à la mort, et pratiquement avec des règles strictes de comportement et d'habillement. Les familles nobles instruisaient leurs filles dans les vertus féminines, comme la modestie, l'obéissance et la réserve, ce qui incluait éviter les regards prolongés vers les hommes, rire trop fort en leur présence ou leur répondre avec une familiarité excessive. Les paysans, bien que sans accès aux traités moralisateurs, transmettaient ces enseignements par tradition orale et par supervision communautaire. Tout cela amenait les filles à développer un sentiment intérieur de culpabilité ou de honte à l'idée d'avoir des relations sexuelles hors mariage. Ainsi, les familles renforçaient la notion que protéger la virginité était un devoir à la fois religieux et social. Mais les parents médiévaux ne faisaient pas entièrement confiance au discernement de leurs filles pour rester fermes dans ces doctrines. C'est pourquoi une autre stratégie courante consistait à limiter les déplacements des jeunes filles afin de minimiser les occasions de contact avec des hommes non autorisés. Dans les familles nobles, les adolescentes pouvaient passer la majeure partie de leur temps dans les pièces intérieures du château ou du manoir familial, où l'accès des hommes étrangers était contrôlé. Lors de banquets ou de fêtes, elles pouvaient participer, mais toujours sous la surveillance de femmes adultes. Pour de nombreuses familles influentes, cela ne suffisait pas, si bien qu'elles envoyaient leurs filles dans des couvents comme pensionnaires, non pas pour qu'elles prononcent des vœux, mais pour les tenir à l'écart des tentations et les protéger jusqu'à ce qu'un mariage soit arrangé. Dans les classes urbaines et paysannes, la restriction était plus difficile à cause de la nécessité pour les jeunes filles d'aider au travail. Cependant, les sorties seules étaient évitées autant que possible. Par exemple, les achats au marché se faisaient accompagnés d'une sœur ou d'une voisine. Lors des rares occasions où elles pouvaient sortir,
elle devait aussi veiller scrupuleusement à d'autres aspects. Et peut-être le plus important était l'habillement. Au Moyen Âge, les vêtements ne remplissaient pas seulement une fonction pratique ou esthétique, mais aussi morale et symbolique. Les célibataires portaient des habits qui communiquaient modestie et disponibilité légitime pour le mariage. Tuniques longues, manches amples et voiles couvrant les cheveux. Dans de nombreuses villes et régions, des règles étaient promulguées pour réglementer ce que les femmes pouvaient porter selon leur état civil et leur classe sociale. Le port du voile, par exemple, était obligatoire pour les femmes mariées, mais de nombreuses célibataires l'utilisaient aussi comme signe de vertu. La couleur des vêtements pouvait également indiquer le statut. Les tons discrets et sobres étaient préférés pour montrer la réserve. Les demoiselles nobles portaient des étoffes précieuses, mais avec des coupes non provocantes. Les paysannes, bien qu'avec des tissus moins chers, utilisaient des vêtements couvrant la plus grande partie du corps et évitaient les décolletés prononcés. Ce code visuel fonctionnait comme un avertissement aux prétendants éventuels que la jeune femme était sous protection familiale et non disponible pour des relations hors mariage. Quoi qu'il en soit, les jeunes femmes médiévales ne tardaient généralement pas à se marier ou, au moins, à se fiancer. En réalité, dans l'Europe médiévale, il n'existait pas d'âge fixe et universel pour considérer qu'une fille pouvait commencer des relations sexuelles. Cela dépendait des coutumes locales, des lois canoniques et des règles civiles de chaque région. L'Église catholique fixait pour les femmes un âge minimum pour contracter un mariage valide, et donc pour les relations conjugales, autour de 12 ans. Cependant, de nombreuses communautés associaient le début de la vie sexuelle à la puberté. L'apparition de signes physiques comme la menstruation incitait de nombreux parents à chercher des prétendants et à planifier de futures noces. Dans certains royaumes médiévaux, les lois civiles fixaient des âges de consentement plus bas, entre 10 et 12 ans, bien que cela ne signifiait pas toujours que les filles se mariaient à cet âge. Néanmoins, la plupart des familles s'accordaient à dire qu'il n'était pas bon de trop retarder les noces, de peur que la jeune fille ne cède à ses impulsions et ne tombe entre les mains d'un vaurien, ruinant les plans et l'avenir familial. Cela fit du mariage précoce une stratégie préventive pour protéger la virginité. Arranger un mariage avant que la jeune fille n'entame une relation non autorisée évitait les scandales et assurait l'honneur familial. Parfois, les noces étaient convenues dès l'enfance, bien que la consommation soit différée jusqu'à ce que l'épouse atteigne la puberté. Dans certains cas, la cérémonie était célébrée et les époux vivèrent séparément jusqu'à ce que la jeune fille soit jugée prête, une coutume presque exclusive à la haute société. Chez les paysans, les mariages avaient tendance à se produire à un âge un peu plus avancé pour des raisons économiques. Mais le principe était similaire, unir la jeune fille à un époux approuvé avant que ne surviennent des relations hors du contrôle paternel. L'Église médiévale préférait que les mariages soient consensuels, mais elle ne voyait pas d'inconvénient à ces unions précoces tant que l'âge minimum de 12 ans pour la femme était respecté. Durant cette période, la surveillance de la virginité féminine n'était pas seulement une affaire familiale, mais aussi un phénomène communautaire. Dans les villages et les villes médiévales, la réputation était un capital social aussi important que la terre ou l'argent. Une jeune fille vue en compagnie d'un homme sans supervision pouvait devenir la cible de commérages, même s'il ne se passait rien d'inapproprié. Ces rumeurs pouvaient ruiner la réputation de la jeune femme et de sa famille. C'est pourquoi les parents prêtaient attention non seulement aux actions réelles de leur fille, mais aussi à la manière dont elle pouvait être perçue et à ce qui se disait d'elle. Pour que les jeunes filles gardent une bonne réputation et soient vues comme vertueuses, les mères et tantes les instruisaient sur les comportements pouvant donner lieu à des ragots. Rire trop fort en public, danser de façon trop rapprochée ou recevoir des cadeaux d'un homme sans médiation familiale pouvaient sembler des actions inoffensives, mais coûter leur avenir. Le contrôle social était si fort que même des amies ou des voisines pouvaient faire partie du système de surveillance familiale, en rapportant toute conduite suspecte. En somme, les jeunes femmes médiévales ne savaient jamais si leur amie était sincère ou une espionne au service de la famille. Tout ce contrôle reposait sur l'idée d'éviter à tout prix la honte publique, car vérifier qu'une fille était vierge au Moyen Âge n'était pas une tâche simple.
L'une des pratiques les plus courantes à cette époque pour vérifier la virginité d'une jeune fille était l'examen physique d'une membrane située à l'entrée du vagin, connue sous le nom d'hymen. Au Moyen Âge, on croyait que ce tissu devait être intact chez toute demoiselle et que sa rupture était la preuve irréfutable de relations sexuelles préalables. Ce concept, aujourd'hui totalement discrédité d'un point de vue médical, était profondément enraciné dans l'imaginaire médiéval. L'inspection de l'hymen était généralement effectuée par une matrone, une sage-femme ou une femme de confiance désignée par la famille ou par les autorités. En cas de litige matrimonial ou de soupçon de déshonneur, même des juges et des clercs pouvaient ordonner l'examen. La pratique était humiliante et violente, car elle impliquait une exploration physique sans consentement libre de la jeune fille, qui se trouvait sous la pression de sa famille et de la communauté. La jeune fille était conduite dans un espace fermé, souvent en présence d'autres femmes adultes de sa famille. Si l'inspection avait lieu dans le cadre d'une procédure officielle, des témoins féminins pouvaient assister pour corroborer le déroulement. La personne examinée devait s'allonger ou s'asseoir partiellement, parfois les jambes ouvertes, ce qui était déjà humiliant dans le contexte culturel. La matrone observait l'entrée du vagin à la recherche de la membrane hyménale. Les autorités considéraient comme preuve irréfutable de virginité que cette membrane soit fermée ou partiellement fermée avec un orifice très petit. Pour le vérifier, les examinatrices palpaient la zone avec un doigt pour tester l'étroitesse du canal vaginal. Parfois, on utilisait des instruments simples comme de fines baguettes ou des plumes. S'il y avait résistance, on interprétait que la jeune fille était restée pure. De plus, les matrones évaluaient des signes secondaires supposés, comme la couleur de la peau, la fermeté des tissus ou l'absence de cicatrices. Cependant, cette procédure manquait totalement de critères scientifiques clairs. De nombreux médecins médiévaux étaient en désaccord avec ces pratiques ou avec les conclusions hâtives qui en découlaient. Le gynécologue gréco-romain Soranos d'Éphèse avait déjà signalé au IIe siècle que ni le saignement ni la forme de la membrane vaginale ne permettaient de tirer des conclusions certaines. Néanmoins, au Moyen Âge, on faisait confiance à l'idée qu'un œil exercé pouvait distinguer ce qui était naturel de ce qui avait été modifié par l'acte sexuel. La confiance dans cette méthode était telle que ce savoir supposé était utilisé dans des contextes juridiques pour annuler des mariages, trancher des affaires d'honneur familiales et même des questions économiques liées aux dots et aux alliances. Dans certains milieux urbains, les guildes de sages-femmes avaient acquis l'autorité d'émettre des jugements sur la condition d'une mariée. Ces méthodes manquaient de rigueur scientifique et étaient marquées par l'ignorance de l'anatomie féminine. L'hymen peut être élastique, présenter des ouvertures multiples ou même être absent, sans lien avec une activité sexuelle. De nombreuses jeunes filles pouvaient naître avec un hymen plus flexible ou avec des ouvertures naturelles, ce qui permettait qu'ils ne se rompent pas lors des premiers rapports sexuels. De plus, ils pouvaient se rompre pour des causes non sexuelles, comme l'équitation, certains travaux physiques ou l'utilisation de certains objets d'hygiène. Malgré cela, la société médiévale considérait la parole de la matrone comme une preuve valable. Dans les procès pour tromperie matrimoniale, un avis négatif pouvait suffire à annuler l'union ou justifier une répudiation. Pour les femmes, ce type d'examen menaçait non seulement leur intimité, mais pouvait déterminer leur destin social. Le principal problème de cette méthode était le biais de confirmation. On cherchait des signes correspondant à la conduite soupçonnée. L'absence de douleur, la rougeur ou de petites fissures étaient interprétées selon la morale. S'y ajoutait la honte ressentie par la jeune fille examinée, qui pouvait rarement contredire ce qui était dit. Dans certains cas, les familles tentaient d'éviter l'examen en ayant recours à des influences ou à des pots de vin, surtout si la jeune fille était de haute naissance. Dans d'autres, on manipulait le récit. Une matrone pouvait déclarer qu'une jeune fille était vierge pour la protéger, indépendamment de ce qu'elle avait observé. Ces pratiques démontrent que, plus qu'une procédure médicale, l'inspection de l'hymen était un mécanisme social pour légitimer ou détruire l'image publique d'une femme. Malgré ses lacunes, cette pratique survivait car elle remplissait une fonction sociale. Offrir une apparence de certitude là où l'enjeu était la réputation
et le contrôle du corps féminin. Épreuve médicale ou scientifique. L'examen de l'hymen ne fut pas la seule méthode utilisée pour vérifier la virginité au Moyen-Âge. Il en existait beaucoup d'autres qui étaient même considérées comme scientifiques et médicales. À cette époque, la plupart des connaissances médicales sur l'anatomie féminine étaient basées sur la tradition gréco-romaine et arabe, mêlées aux superstitions locales propres à chaque région. L'un des traités les plus influents fut le Trotula, compilé à l'école de médecine de Salerne au XIIe siècle, qui incluait des instructions pour vérifier la virginité des jeunes filles. Certains de ces examens pseudo-scientifiques suggéraient l'introduction de liquides ou d'infusions dans le vagin afin d'observer s'ils étaient retenus ou s'ils s'écoulaient. Au Moyen-Âge, on pensait qu'une vierge avait un orifice plus étroit, ce qui empêcherait le passage rapide des liquides. On examinait également la façon de marcher ou la posture, car on croyait que les femmes ayant eu des rapports sexuels marchaient différemment des vierges. On pensait qu'une vierge avait un aspect plus frais, avec des joues roses, des yeux brillants et une peau ferme, tandis que le sexe prémarital provoquait la perte de cet éclat et des changements dans la voix. Certains textes médicaux et moralistes affirmèrent que l'activité sexuelle élargissait les hanches ou modifiait la tonicité de la poitrine, de sorte qu'un observateur expérimenté pouvait le détecter. Pour cette raison, dans les classes supérieures, ce type d'examen physique se faisait de manière plus formelle, avec des médecins ou des matrones chargés d'inspecter la posture, le tonus musculaire ou même la respiration de la jeune fille. Dans les communautés rurales, il suffisait que les voisines plus âgées remarquent un changement pour que des rumeurs commencent. Aucune de ces méthodes n'avait de fondement scientifique, mais elles étaient présentées comme médicales et pouvaient même être citées dans des affaires judiciaires. Elles étaient particulièrement dangereuses car elles reposaient sur des critères subjectifs et sur des préjugés physiques, de sorte que tout signe de fatigue, de maladie ou même de maturation naturelle pouvait être interprété comme un indice de déshonneur. La pression sociale sur l'apparence des jeunes filles était telle que beaucoup soignaient obsessionnellement leur conduite et leur présentation physique pour ne pas donner de mauvais signaux. Le plus grave était qu'elles n'avaient aucun moyen de se défendre contre une interprétation malveillante, car les preuves étaient purement perceptives et ne nécessitait aucune confirmation. En pratique, cette observation n'était pas un examen médical, mais un système de surveillance visuelle constante dans lequel toute la communauté agissait comme gardienne de l'honneur féminin. Il ne s'agissait pas de diagnostiquer une condition physique réelle, mais de confirmer un idéal de pureté imposé par la religion dominante et la culture de l'époque. L'examen physique et l'observation n'étaient pas les seules méthodes utilisées pour vérifier si les jeunes filles restaient chastes et pures ou si elles avaient commis des péchés sexuels. La médecine médiévale, héritière des théories humorales gréco-latines, accordait à l'urine un statut privilégié, la considérant comme une fenêtre pour connaître le véritable état du corps. Le médecin observait la couleur, la clarté, le sédiment, l'odeur et même la mousse de l'urine dans des fioles en verre. Suivant cette logique, certains traités médiévaux étendirent l'uroscopie à des questions morales et sexuelles, postulant que l'urine d'une vierge serait plus claire et légère. En outre, on croyait que la manière d'uriner de la jeune fille, avec un jet fin et sans effort, révélait sa pureté. L'urine correcte indiquait l'harmonie, tandis qu'une urine trouble manifestait un désordre. De nombreux auteurs médiévaux soutenaient que le coït modifiait les humeurs et les chaleurs du corps, et supposaient que dans l'organisme d'une vierge, où de telles altérations n'existaient pas, l'urine se montrerait pure. À cette époque, l'observation de l'urine jouissait d'un grand prestige. Les médecins se présentaient comme des interprètes experts des couleurs et des sédiments, et en ajoutant la virginité à leur champ d'expertise, ils renforçaient leur autorité sur des questions à forte charge morale. En outre, l'uroscopie était une méthode non invasive par rapport aux inspections génitales. Cependant, la méthode présentait des problèmes insolubles. L'urine reflète les processus rénaux, métaboliques et hydriques, non l'histoire sexuelle d'une personne. Des facteurs comme l'hydratation, l'alimentation, les infections ou les menstruations modifient son aspect, produisant des résultats erronés. De plus, l'interprétation était subjective. Deux médecins pouvaient attribuer des significations différentes au même ton. Comme presque toujours, la pression sociale pour émettre des verdicts favorisait des lectures biaisées,
surtout si la réputation de la jeune fille était déjà en cause. Au Moyen-Âge, toutes les preuves de virginité n'étaient pas physiques. Certaines reposaient sur le serment formel et sur le témoignage de tiers. Cette méthode était surtout utilisée dans des contextes juridiques ou ecclésiastiques, lorsqu'il n'était pas jugé approprié de procéder à un examen corporel. La jeune fille mise en cause pouvait être appelée à jurer qu'elle conservait sa chasteté et sa pureté sur des objets sacrés comme des reliques, les évangiles ou la croix. Dans une société profondément religieuse, ce serment avait un poids immense. Mentir dans ce contexte n'était pas seulement considéré comme un parjure légal, mais comme un péché mortel mettant en péril le salut de l'âme. La pression spirituelle et sociale était telle que, même innocente, une femme pouvait craindre de jurer en faux par peur de la damnation éternelle. Dans de nombreux cas, les serments étaient accompagnés de déclarations de témoins. D'autres femmes adultes, mères, tantes ou sages-femmes, affirmaient souvent avoir examiné préalablement la jeune fille ou l'avoir élevée et surveillée constamment, garantissant qu'elle n'avait pas eu de contact sexuel. Dans les petites communautés, des voisins ou des membres de la famille pouvaient aussi témoigner de la conduite irréprochable de la jeune fille. La valeur de ces déclarations ne résidait pas dans des preuves physiques réelles, mais dans la réputation de ceux qui juraient. Si la mère ou la sage-femme était reconnue pour son honneur, ses paroles pouvaient clore une affaire sans investigation supplémentaire. Mais si elle avait des ennemis ou un statut social faible, son témoignage pouvait être mis en doute, mettant encore plus en danger la jeune fille. Dans certains procès, serment et témoignage étaient utilisés comme stratégie pour éviter à la jeune fille un examen physique humiliant. Toutefois, cette voie n'était pas exempte de violences symboliques, car sa réputation dépendait du crédit que d'autres lui accordaient, et non de sa propre parole. Épreuves rituelles ou symboliques. Dans certains contextes, surtout dans les communautés rurales ou dans des environnements fortement influencés par des coutumes locales, la virginité pouvait être vérifiée par des actes symboliques qui servaient de déclaration publique de pureté. Un exemple consistait à vêtir la jeune fille de blanc et à la faire participer à des processions ou à des cérémonies religieuses célébrant sa chasteté. Parfois, on la plaçait dans l'église, devant toute la communauté, pour recevoir une bénédiction spéciale du prêtre qui confirmait son honneur. Bien que cet acte ne vérifiât pas la condition physique de la jeune fille, il avait une grande valeur sociale, car une figure d'autorité morale la présentait comme pure devant le peuple. Dans certaines régions d'Europe, les jeunes filles étaient pas conduites à des sources ou rivières sacrées. Une fois sur place, elles devaient les traverser avec leurs vêtements intacts ou accomplir des gestes qui, selon la croyance locale, ne pouvaient être réalisés sans conséquence que par une vierge. Cela pouvait inclure passer sous une arche sans qu'elle s'effondre ou traverser un pont fragile qui se briserait si la jeune femme avait été souillée. Ces rituels, mélange de religion et de superstition, avaient plus un objectif politique et social que spirituel. Envoyer un message clair à la communauté que la jeune fille restait apte au mariage. Cependant, ils présentaient le même problème que les preuves physiques. Ils ne cherchaient pas la vérité, mais à générer une perception publique favorable à la jeune fille et à sa famille. L'important n'était pas la réalité de sa vie sexuelle, mais que la communauté accepte un récit de pureté qui ferme la porte aux rumeurs. Dans les chroniques locales et les récits hagiographiques, on raconte des histoires de jeunes filles capables de retenir de l'eau dans un tamis sans qu'elle s'écoule, ou de marcher sur des braises sans se brûler. C'étaient des ordalies, ou jugements de Dieu. Si l'accusé était chaste, la providence interviendrait, sinon le prodige échouerait. Ces épreuves servaient à éduquer religieusement le peuple, en illustrant l'enseignement moral selon lequel la vertu protège et le péché condamne. Elles renforçaient aussi le rôle du clergé et des autorités locales comme arbitres de l'extraordinaire, et apaisaient les tensions communautaires causées par les rumeurs de déshonneur. Bien que de nombreuses ordalies aient été limitées ou interdites par l'Église, l'idée de la pureté comme aimant un miracle demeura vivante dans les légendes et les sermons. Au fond, ce que l'on évaluait, c'était la performance de l'innocence, la contenance de la jeune fille, ses larmes, les saints qu'elle invoquait. Et le résultat dépendait inévitablement du jugement des présents, influencé par les hiérarchies, les sympathies
et les préjugés. Le drap nuptial. Une autre coutume très répandue dans l'Europe médiévale était de montrer le drap nuptial. Ce rituel consistait à exhiber publiquement le drap utilisé lors de la nuit de noces, qui devait présenter des taches de sang comme preuve de la virginité de la mariée. La pratique partait de la croyance que toute femme vierge saignerait lors de son premier rapport sexuel en raison de la rupture de l'hymen. Au Moyen Âge, la consommation du mariage constituait le sceau définitif du lien. Pour cette raison, dans certaines cours ou villages, on pratiquait ce rituel. Les nouveaux mariés étaient accompagnés jusqu'au lit, qui était ensuite béni. Après avoir consommé le mariage, l'époux ou les femmes chargées de la mariée ramassaient le drap et le montraient à la famille et, parfois, à la communauté. Cet acte avait une forte valeur symbolique. Il confirmait que le mariage avait été légitimement consommé et que la mariée avait rempli l'attente d'arriver vierge à l'autel. Montrer les draps tachés de sang ou permettre à des témoins d'inspecter le lit conjugal avait deux objectifs: prouver la puissance de l'époux et la chasteté de l'épouse. L'impuissance masculine comme l'impureté féminine pouvaient être des motifs pour que les familles demandent l'annulation du mariage. Un mariage sans preuve pouvait être annulé ou devenir un motif de déshonneur pour la famille de la mariée, ce qui démontre que le drap nuptial n'était pas seulement une tradition, mais un mécanisme de contrôle social et juridique sur la sexualité féminine. Cependant, la méthode était aussi faillible que cruelle. Toutes les femmes ne saignent pas la première fois qu'elles ont des relations sexuelles, que ce soit en raison de la forme et de l'élasticité naturelle de l'hymen ou d'expériences préalables non pénétratives. À l'inverse, le saignement pouvait être dû à des raisons étrangères à la virginité, comme une pénétration brusque ou un manque de lubrification. Le récit du sang fonctionnait comme un symbole puissant. La marque sur le tissu transformait un acte intime en document social. Dans certaines régions, l'absence de sang pouvait déclencher des soupçons, des affronts et, dans des cas extrêmes, des litiges. La réputation de la famille de la mariée était en jeu, ainsi que la stabilité de l'alliance entre lignées. Lorsque la tache rouge n'apparaissait pas, on pouvait recourir à des excuses comme la maladresse du mari, la nervosité de l'épouse ou la nécessité d'une seconde tentative devant un nombre plus restreint de témoins. Parfois, la pression sociale était si forte qu'en l'absence de saignement, certaines mariées recouraient à des subterfuges, tacher les draps avec du sang de poule ou de lapin, ou se blesser volontairement pour laisser une marque. Trucs et recettes pour simuler la virginité. La pression pour prouver la virginité conduisit à l'usage de recettes, de conseils et d'astuces destinés à simuler des signes physiques de chasteté, notamment le saignement lors du premier rapport sexuel. Plusieurs textes de la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance incluent des passages sur la manière de paraître vierge aux yeux du mari. Ces répertoires, d'abord diffusés sous forme manuscrite puis imprimés, mêlaient cosmétique, médecine domestique et superstition. L'existence de ces recueils prouve que beaucoup savaient que la preuve était au minimum douteuse. Si une femme pouvait provoquer un saignement par des moyens non sexuels ou dissimuler des signes, alors le rituel des draps perdait toute valeur probante et devenait du théâtre. Cependant, au lieu de déconstruire le mythe, ces stratégies le renforçaient, car elles offraient des solutions individuelles qui préservaient le système exigeant cette preuve. Dans la Célestine de Fernando de Rojas, on raconte l'histoire de la plus célèbre entremetteuse et restauratrice de vierges. La vieille prostituée se vante d'avoir vendu comme vierge l'une de ses servantes à 3 reprises pour satisfaire les caprices d'un ambassadeur français. Penses-tu que je ne suis pas connu dans ce domaine? Oh mon fils, j'ai fait en sorte qu'un millier de jeunes filles paraissent aussi intactes que le jour de leur naissance, alors qu'elles avaient déjà mis au monde 3 ou 4 enfants. Je ne suis pas si ignorante que je ne sache avec quelles herbes, quels emplâtres, quelles manipulations on fait cela. Et même avec quel sang on tache la chemise, pour que le mari croie que celle qui a fréquenté bien des foires est encore demoiselle. Acte 9, Célestine parlant à Parménot. Bien qu'on ne sache pas exactement comment ces méthodes étaient réalisées, on sait que c'était le travail de guérisseurs et de sages-femmes. Certaines procédures incluaient des interventions avec des aiguilles et des fils de soie cirés, et pour éviter l'hémorragie, on utilisait des plantes médicinales comme la cille. Certaines introduisaient aussi des sangsues ou des vessies animales dans le vagin. Dans le cas des sangsues,
on les laissait avancer jusqu'à mordre la muqueuse, formant une petite croûte qui, combinée à une bonne mise en scène de la femme, renforçait la supercherie. Certaines prostituées se l'appliquaient elles-mêmes, conscientes de la haute valeur des vierges sur le marché. Les femmes savaient que l'un des éléments attendus par l'époux était une sensation de résistance physique. Pour la recréer, elles utilisaient des méthodes astringentes et des dispositifs improvisés. Le Trotula recommandait des lavages vaginaux avec des infusions d'écorce de chêne, de feuilles de coing, d'épines vinettes ou de myrrhe, qui provoquaient une sécheresse et une contraction temporaire de la muqueuse. On utilisait aussi des solutions de vinaigre qui provoquaient une contraction momentanée des tissus et augmentèrent la friction pendant la pénétration, bien que cela pût être douloureux. Une autre astuce consistait à introduire de petites éponges ou des boules de cire pour resserrer le canal vaginal, en les retirant juste avant ou pendant l'acte afin que le début soit plus serré. Outre ces artifices physiques, beaucoup recouraient au jeu d'actrice, feindre la timidité, la peur et la maladresse, maintenir le corps rigide, éviter les mouvements actifs et réagir par des gestes d'inconfort ou de douleur pendant la pénétration. Souffle rapide, pleurs contenus et tremblements corporels complétaient l'illusion. L'objectif n'était pas de restaurer la virginité, mais de créer une expérience confirmant les attentes du mari. S'il croyait avoir été avec une vierge, l'honneur de la femme et de sa famille restait sauf, peu importait la vérité. Le cas de Marjorie Pickworth. Les jeunes femmes médiévales ne parvenaient pas toujours à dissimuler qu'elles avaient perdu leur virginité. Un exemple eut lieu en 1362 dans le comté de York, lorsqu'un scandale éclata dans la maison du chevalier Thomas de Pickworth après qu'on eut appris que sa fille Marjorie était enceinte. Le domestique Robert de Berley fut immédiatement désigné comme responsable et expulsé du foyer. Cependant, peu après, arriva une lettre envoyée par William de Bracebridge, seigneur de Barlow, qui bouleversa toute l'affaire. Lord William affirmait que le véritable père était son homonyme, le prêtre William de Sapperton, et accusait Thomas lui-même de couvrir les faits. La missive déclencha une plainte pour diffamation devant le tribunal ecclésiastique de York, transformant la grossesse de Marjorie en une bataille publique pour l'honneur entre hommes de la petite noblesse. Pour leur défense, Pickworth et Sapperton nièrent les faits et présentèrent des témoins. De son côté, Robert de Berley admit avoir eu des relations sexuelles avec Marjorie et déclara être le père. Les déclarations furent exclusivement masculines, ce qui était courant dans les affaires d'honneur entre nobles. L'objectif du procès était de restaurer la réputation du père et du prêtre, plutôt que de réparer l'honneur sexuel de Marjorie. Le conflit s'aggrava avec des accusations supplémentaires. Les avocats de William de Bracebridge insinuèrent que l'union entre Sapperton et Marjorie relevait de l'inceste par consanguinité au 4e degré et suggérèrent que la jeune femme avait été destinée à la vie religieuse, ce qui transformait le prétendu délit en sacrilège. Ils alléguèrent aussi corruption et proxénétisme, affirmant que le prêtre faisait des cadeaux à Thomas en échange de l'amour de sa fille et que l'on avait soudoyé Berley pour qu'il assume la paternité. Des témoins déclarèrent que Sapperton avait fourni vêtements et subsistance à Marjorie pendant sa grossesse et que Robert de Berley vivait avec le recteur, signe qui, dans la culture de l'époque, pouvait être interprété comme une reconnaissance de paternité et une possible conspiration. Bien que l'issue formelle du procès ne soit pas conservée, l'affaire révèle qu'au Moyen Âge, lorsque la perte de virginité d'une jeune femme était révélée, s'engageait une négociation hostile autour du prestige des hommes impliqués. Selon le lieu, l'époque et la classe sociale, découvrir qu'une jeune fille n'était pas vierge pouvait gravement nuire à son honneur et avoir de sérieuses conséquences. Si la demoiselle identifiait un homme comme son séducteur, la famille pouvait le contraindre à l'épouser, soit par négociation, soit, dans les cas extrêmes, par coercition. Ce mariage était vu comme une façon de réparer l'honneur, car la relation devenait légitime aux yeux de l'Église et de la communauté. Selon les lois médiévales, si un homme déshonorait une jeune fille, il devait l'épouser ou verser une compensation, laquelle pouvait augmenter la dot et faciliter un mariage ultérieur. Si le prétendu responsable refusait d'épouser la jeune fille, la famille pouvait choisir de l'unir à un autre homme, en réduisant les exigences de dot ou en acceptant un mari de moindre statut. De cette manière, on mettait fin à l'affaire et on empêchait la rumeur de croître.
Dans les familles nobles, il était fréquent d'envoyer la jeune fille dans un couvent. Cela l'isolait de l'attention publique et transformait sa vie en vocation religieuse, changeant le récit, de déshonoré à consacré. Parfois, l'entrée se faisait de force et sans réelle vocation. D'autres parents ou tuteurs moins radicaux l'envoyaient vivre chez des parents éloignés ou dans une autre localité, afin qu'elle recommence sa vie dans un endroit où l'on ignorait le scandale. Il n'existait pas de protocole unique de sanction, mais une combinaison de stigmatisation et de négociations visant à restaurer, coûte que coûte, l'honneur familial et les attentes du contrat matrimonial. Et toi, aurais-tu pu contrôler ton appétit sexuel au Moyen Âge ?